Salut, alors ça faisait longtemps que j'avais pas fait un épisode, vu en fait pour des raisons de changement de boulot en Belgique, etc. Donc avec tout le côté administratif et intendance qu'il faut gérer. Mais bon, ça va se finir, ça va commencer le mois prochain, donc j'en profite un peu pour avoir un peu de temps pour pouvoir faire une vidéo. Alors donc le fait d'aller travailler là-bas va permettre pour probablement des prochains épisodes de pouvoir aborder un sujet totalement inédit à ma connaissance et totalement, on va dire, inattendu, dire, à savoir le monde des accélérateurs de particules. Donc j'ai profité d'avoir sous la main un gros cyclotron pour aborder les sujets qui tournent autour. Et comme je vais être celui qui va s'occuper de l'électronique de la machine, en fait, je vais pouvoir montrer un peu de quoi ça parle, parce que c'est le genre d'appareil qui concentre un gros nombre de technologies de toutes sortes, des anciennes, des nouvelles, des petits signaux, des très forts courants, des grosses tensions, enfin toutes sortes de domaines. Et donc ça va être on va dire une base de sujets assez conséquents et qui ratissent assez large. Donc j'espère, bon, je pense que je devrais avoir l'autorisation de pouvoir faire des choses avec ça, éventuellement même peut-être de discuter avec des gens qui utilisent cet appareil pour des fins, on va dire, technologiques, commerciales ou de recherche, on verra. Néanmoins, il est probable que dans les prochains épisodes, on ait l'aspect technologique qui déboule, qui permet d'aborder vraiment des trucs totalement, on va dire, incongrus et je pense assez inédits, au moins sur un canal électronique, on va dire, habituel. Donc, ça va être bon, la suite. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un appareil qui est là, que j'ai ramené, que j'ai sauvé de la décharge qui traînait dans une cave. C'est un appareil qui était noyé dans un monceau, on va dire des tonnes de trucs qui allaient partir à la benne. Et c'est un appareil absolument rarissime, extrêmement difficile à trouver, encore plus en bon état. C'est un traceur de courbe de chez Tektronix, enfin le traceur de courbe chez Tektronix qui était dédié pour uniquement les tubes. Donc c'était le tout premier qui date des années 50, qui est le 570. Donc j'en ai trouvé un qui traînait un peu au fond avec des tas de trucs autour, dans sa poussière. Et comme c'est un appareil assez mythique et assez, vraiment, je ne vais pas dire assez, mais très rare, et même si habituellement je ne me lance pas dans la restauration d'appareils, on va dire, qui réclamera quand même du temps et probablement un peu de moyens, je vais faire une exception pour cet appareil-là, parce que le fait qu'il soit aussi mythique et aussi intéressant à regarder, fait que finalement, ça va falloir le coup de le restaurer et voir un peu en quoi ça consiste de restaurer un appareil très ancien comme ça et quelles sont les contraintes et les problèmes qu'on peut rencontrer. On va regarder dans quel état il est, comment il est fait, quelles sont les technologies utilisées dedans. On pourra regarder après le schéma de principe de cet appareil. Donc c'est entièrement à tube, donc il faut avoir un peu l'habitude des tubes, mais bon, je n'irai pas trop profondément dans le détail parce que ça risque d'être très long. Mais néanmoins, c'est l'avantage de ces appareils-là, comme à l'époque, les schémas, les nomenclatures, les principes de fonctionnement, tout est fourni dans le manuel de l'utilisateur. Il n'y a même pas de manuel de service, tout était fourni d'emblée quand on l'achète. Donc on va regarder un peu comment il fonctionne, le principe de fonctionnement, qui est relativement, on va dire, simple, entre guillemets, même s'il y a des pièges ici ou là. Et puis après, on verra un peu par des épisodes successifs l'avancée de la restauration et les étapes successives pour avoir un appareil qui fonctionne. J'espère. Et il n'est pas exclu qu'on ne soit pas à l'abri d'une pièce qu'on ne peut pas trouver et qui empêche la restauration. Ce serait vraiment de la malchance, mais bon, on ne sait jamais. Donc on va d'abord regarder la tête qu'il a, comment il est, et un peu l'état général du truc, et voir un peu si on a fait une bonne pioche. Ok, donc voilà l'appareil. J'ai enlevé le capot qui est ici. Alors cet appareil a existé en deux versions.
avant que Tektronix utilise la couleur bleue que l'on voit partout, en fait, il y avait pas vraiment de couleur en soi sur les appareils. Et dans celui-là, il est gris-marron. Et ça, c'est la toute première version de l'appareil qui est sortie en 1955. On le différencie de l'appareil qui a suivi par le fait que les coins soient carrés. L'autre a les coins arrondis et s'ouvre par deux demi-coquilles comme ça, via deux vis qu'on dessert, comme beaucoup d'appareils Tektronix. Celui-là est beaucoup plus chiant à enlever parce qu'en fait, c'est un gros cube. C'est une sorte de grosse chaussette qu'on enlève par derrière. Donc c'est un truc qui s'enfile intégralement. C'est vraiment un tube. Il n'y a pas de côté ou quoi que ce soit. Donc c'est extrêmement difficile à enlever, simplement parce que l'appareil est extrêmement lourd et les pattes sont incluses dans ce truc-là. C'est-à-dire les pattes sont formées en dessous. Et donc il faut vraiment l'enlever et le tirer derrière comme ça en soulevant l'appareil. Alors ça fait 34 kg, hein, c'est extrêmement lourd, c'est extrêmement robuste, mais c'est pas très pratique à ouvrir. Donc ça tient par deux vis en dessous et donc les appareils d'après sont nettement plus maintenables. Néanmoins, donc ça c'est la toute première version avec disons le tout premier schéma avec des évolutions qui ont suivi. Donc en fait la stratégie sur cet appareil là dans sa restauration, ce sera avant tout de le faire fonctionner avec le schéma d'origine. Après on verra pour éventuellement le faire évoluer sur les modifications que Tektronix a apportées à cet appareil. Sachant que ce soit cette version là ou la suivante, le schéma reste quasiment le même. Il y a juste des composants qui changent de valeur, éventuellement un tube qui change de référence, mais c'est tout. Il est construit de la même manière en interne. Donc, c'est un traceur de courbe. Contrairement aux traceurs de courbe habituels que l'on rencontre, qui sont pour les transistors, ce traceur de courbe n'a pas de système d'inversion de polarité, comme on peut avoir avec les transistors NPN, PNP. C'est un truc à tube, donc il est toujours dans la même polarité. Ce qui veut dire qu'en fait, cet appareil, si on voulait l'utiliser pour d'autres semi-conducteurs, se limiterait à des transistors à effet de champ de la polarité équivalente à celle des tubes. Il ne pourrait pas être utilisé évidemment pour du bipolaire parce qu'il travaille exclusivement en tension. Donc il attaque les composants en tension. Par contre, il pourrait fonctionner avec des MOSFET ou des transistors à effet de champ de ce genre. Alors, c'est pour ça que cet appareil est plus simple qu'un traceur de courbe habituel parce qu'il a moins de boutons. Mais la grosse différence quand on s'attaque à mesurer des tubes, à faire des courbes de tubes, c'est qu'il contient tout ce qu'il faut pour alimenter les filaments et un écran. Donc, il a la source habituelle alternative, on va dire, de plaques. Comme tout traceur de courbe, c'est un appareil pour a priori des trucs à 3 électrodes. Bon, on peut utiliser 2, évidemment. Mais il fait des mesures des trucs à 3 électrodes, comme un tube. Mais en plus, il fournit une 4e électrode pour, par exemple, des tétrodes, où on doit mettre une tension fixe sur une électrode donnée. Donc on a un générateur supplémentaire pour ça. Et bien sûr, il y a le chauffage et une source pour alimenter les filaments. C'est tout l'intérêt de ce truc. Chose qu'on ne peut pas avoir directement avec les autres traceurs de courbe, même si avec des alimentations extérieures séparées, on peut le faire quand même. Donc c'est toute la différence. Et c'est un appareil qui est unique en son genre, même si j'ai découvert que des Chinois avaient fait une espèce de copie de ça, qui a priori utilise carrément le même schéma, qui est fait d'une manière plus conventionnelle, on verra à l'intérieur comment c'est fait, mais qui est d'excellente facture. Mais alors encore plus rarissime, il y a dû y avoir que quelques pièces fabriquées, donc c'est pour ça, bon, il y a juste une copie un jour, mais il y a longtemps de ça. Mais c'est, on va dire, un appareil unique en son genre. Alors, c'est un appareil qui, bien sûr, a différentes embases. Donc, en fait, il utilise des embases qui se dévissent. Donc, c'est un système avec une vis principale. Il y a des fiches bananes sur le côté et un support. Et derrière, en fait, il y a juste un lien entre les fiches bananes et le support. Alors, le principe est qu'on peut, comme tous ces traceurs de courbe depuis le début, on peut faire deux composants en même temps. Ce qui permet soit d'utiliser un seul support lorsqu'on a des tubes doubles, une double triode par exemple, soit utiliser deux supports, par exemple deux supports octales pour faire deux tubes séparés. Alors le principe est un peu différent au niveau du câblage, c'est qu'en fait on a tous les signaux disponibles ici à la queue leu et on va les mettre sur les tubes avec des petits fils.
Alors les petits fils sont fournis avec l'oscilloscope. Il a ici, on va voir si on peut le voir, je ne sais pas si on peut le voir comme ça. En fait, il y a une trappe avec les accessoires qui sont fournis. Alors il y a toutes sortes de supports. Alors celui-là avait tous ses accessoires, ce qui est totalement déjà inattendu, parce que en général c'est le genre de truc qui se perd dans la tourmente. Alors il a au total 6 supports. Il a 6 supports. Il a deux supports Noval, 2 supports Octal, un Rimlock et un Septar. Non, enfin pas un Septar, enfin le Noval mais à 7 broches, le plus petit. Donc il y a ça qui est fourni. Alors ça devait être les trucs de base fournis par le constructeur au départ. Mais en plus, il est fourni avec de quoi faire un support supplémentaire. C'est un support vierge qui n'a jamais été utilisé. Alors ça, c'est vraiment les accessoires. Ils ont toujours été dans leur petit emplacement. En fait, ça se compose de 2 plaques aluminium qui sont sandwichées l'une sur l'autre. Hein. Les supports ont deux épaisseurs d'aluminium. Donc celui-là, c'est un support vierge avec juste les trous pour les fiches bananes et le trou pour la vis de fixation. Et bien entendu, le petit sachet qui comprend les fiches bananes, il y en a 8, et la vis de maintien dans son sachet fraîcheur. Et ça, c'est déjà la première chose qui est assez inattendue, c'est que tous les accessoires étaient dedans et pas utilisés. Et a priori, il n'en manque pas. Alors bien sûr, pour relier ces petites plaques avec tous les signaux qui sont disponibles ici, il faut des fils, il faut des câbles. Les câbles, ils sont fournis. J'en ai une poignée. J'en ai un qui est endommagé pour être fait. Donc là, il y a tous les câbles qui sont fournis. Alors ce sont des petites fiches bananes, toutes petites fiches bananes. Alors c'est du 4 mm, hein, mais elles sont très courtes. Donc c'est des petites fiches. Alors il existe différentes sortes. Il y a des câbles directs comme ça. Et il y a aussi des câbles droits comme ça. En fait, ce sont des câbles avec une résistance à l'intérieur pour éviter les oscillations. Alors il existe aussi un câble pour mettre sur les électrodes qui sont au-dessus des tubes. Il y en a un comme ça. Puis voilà, il y en a tout un lot. Il y en a suffisamment pour en fait brancher les 8 fils. Ouais, ça dépend, celui-là n'en a que 7. Celui-là n'a que 7 trucs. Alors ça a été fait. Celui-là en a 8. Ils ont tous 8 broches comme ça. Donc il doit y avoir à peu près l'équivalent de 16 fils pour pouvoir brancher tout ce qu'il faut. Donc ça, c'est quand même une surprise assez considérable d'avoir tous les éléments dans la petite boîte. Alors bien entendu, le détail est poussé à l'extrême parce que la petite boîte est faite de telle sorte que, comment dire, les éléments sont protégés dedans par un joli petit velours vert du meilleur effet dans la boîte. Alors, dire que dans la boîte ici, les parois, il y a une espèce de velours vert gazon. Le problème, c'est que ça va plutôt m'embêter pour nettoyer ça, parce que comme ça, c'est poussiéreux, il va falloir le nettoyer. Le problème, c'est qu'il va falloir que je décolle ce tissu pour pouvoir le passer au Karcher, histoire de le nettoyer, parce que bon, il est quand même un peu poussiéreux. Et comme c'est en fait une peinture un peu granuleuse, c'est extrêmement chiant à nettoyer à l'éponge. C'est vraiment difficile. Alors, c'est à peine touché, c'est déjà bien dégueulasse. Donc, voilà à peu près le principe. Donc, évidemment, on se retrouve comme dans les traceurs de courbe habituels. Hein, un générateur alternatif qui attaque la plaque. Un générateur pour attaquer l'électrode de commande qui fournit des marges d'escalier. Comme c'est un truc multicourbe, il y a des marges d'escalier qui correspondent à des polarisations de l'électrode. Et puis, tous les boutons pour mettre à l'échelle la courbe, hein, les différentes sensibilités en X et en Y du truc. Donc, il y a des mesures de courant avec en fonction de la tension, etc. Donc, on se retrouve avec des commandes, passer à gauche, passer à droite, mettre en route le truc. Il y a aussi une alimentation séparée, donc qu'on peut régler. Et ici, on mesure... c'est un voltmètre. Alors, étonnamment,
Ça, c'est pas courant sur un analyseur de courbes, enfin un traceur de courbes. Il y a jamais de galvanomètre. Mais là, en fait, c'est un voltmètre. Donc, on peut mesurer des tensions qui traînent ici ou là avec ça. Donc, c'est un truc supplémentaire. Donc, mais disons, on va dire, c'est une sorte d'appareil à part qui permet de mesurer des choses d'une manière statique. Donc voilà à peu près. Alors c'est entièrement en aluminium. Hein. Donc heureusement que c'est en aluminium, sinon il pèserait encore plus lourd. Donc comme ces appareils de l'époque, ben, le tube lui est rond. Hein. Tektronix a fait ses tubes carrés en céramique après coup. Ça, ce sont des tubes ronds. Alors, probablement faits par soit Dumont ou d'autres fabricants de tubes qui fabriquaient pour Tektronix certaines références. Alors, maintenant, ce tube-là, la grosse question, c'est est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il est marqué? Est-ce qu'il est vieux? Je n'en sais rien. Je pencherai pour un tube qui soit en bon état. Parce que je ne pense pas que cet appareil ait servi d'une manière considérable. Et en plus, les traceurs de courbes, c'est du matériel vraiment particulier. Les gens qui s'en servent, ça s'en servir. Ils ne font pas les erreurs habituelles ou soit des trucs qui tournent en permanence, soit des points qui sont laissés sur place jusqu'à la fin des temps et qui marquent les tubes. Ce sont des appareils qui ne devaient pas être utilisés en permanence, donc qui n'ont pas vraiment eu le temps de marquer quoi que ce soit. Contrairement à un oscilloscope qui tourne avec les deux lignes par exemple et qui à la fin font une marque. Là, il n'y a pas de readout, c'est-à-dire de texte, il n'y a pas de choses qui restent fixes. Donc, a priori, il n'y a pas vraiment de risque de marquage du tube. Après, ça tombe, il a été allumé en permanence, sans mettre de courbe. Peut-être que le filament n'émet plus beaucoup, quoi. Après, il perd vraiment de la luminosité. Alors, l'autre question, c'est quel type de phosphore est utilisé ici? Parce qu'en regardant dans les docs, il y a eu des tonnes de variantes, avec toutes sortes de couleurs, avec des persistances différentes. Celui de base était vert, comme les oscilloscopes ont toujours eu de base, hein, mais il existait d'autres manières. Alors, comme je ne peux le savoir que si je le branche, et il est hors de question que je le branche en l'état, il y a un moyen, on va dire, relativement aisé et relativement fiable, même si, attention, c'est pas la vérité vraie, il y a des exceptions, c'est d'utiliser une LED ultraviolette, ou une source ultraviolet, pour voir comment le tube réagit. Alors ici, j'ai pris une pile 9 volts et puis une LED ultraviolet. Ça permet-moi de voir un peu ce qui se passe. Donc, alors, je ne sais pas si on voit à la caméra les LED ultraviolet. Bon, on voit c'est une espèce de violet. Ouais. Alors, ici j'ai un tube, c'est un petit tube d'oscillo avec un phosphore vert. Donc ici on voit la couleur du phosphore, même si la LED est violette, on voit bien que c'est plus ou moins verdâtre. En tout cas, c'est pas de la couleur de la LED en elle-même. Par contre, si je vais là, ici, en fait, la couleur est franchement violette. Elle est bleue. Si je mets à côté le tube, alors je ne sais pas si on le voit, par exemple, on va le mettre comme ça. Si on voit le tube, il est vert, ici. Et si on voit ici, il est bleu. Alors il y a 99% de chances que ce tube soit un phosphore P11, c'est-à-dire un tube bleu. Et en fait, l'intérêt de ce phosphore, c'est qu'il marque extrêmement bien les appareils photo et les pellicules qui étaient utilisées dans les appareils photo, qu'on pouvait mettre devant pour faire des photos d'événements, on va dire rapides ou choses comme ça. Ça permettait, en enlevant ce qu'on appelle le bezel, c'est-à-dire l'espèce de pièce frontale là, en enlevant ça, on pouvait mettre une pièce qui permettait de fixer un appareil photo, et on utilisait souvent le phosphore P11 parce que les pellicules en sont très sensibles. Donc, a priori, non seulement c'est la première version qui est extrêmement rare, et en plus le tube est bleu, probablement. Donc déjà, alors là, on a une version complètement, vraiment rare. En plus, avec tous ces accessoires, bien sûr les boutons, alors en parlant de l'état général, il n'y a aucune rayure dessus. Alors il y en a sur le coffret parce qu'il était foutu au fond d'une cave, je pense qu'il a été béné comme ça. Mais il n'y a pas de rayure, les boutons sont intacts, ils fonctionnent, enfin ils sont bien durs, tous les boutons semblent fonctionner. Alors bien sûr il va y avoir du nettoyage à faire au niveau des contacts, mais il n'y a pas je veux dire, il n'y a pas de bouton cassé, il n'a pas été choqué par le devant, ce qui arrive souvent, comme il y a plein de trucs qui dépassent, ou même cette chose devant.
Vous allez voir que ça dépasse. C'est vraiment un truc qui dépasse devant de beaucoup. Alors on peut pas le mettre sur la face parce que ça mais c'est entièrement en aluminium quand même. Mais disons que ça a vite fait de casser quelque chose parce que il est gerbé dans un coin. Puis ça pèse très lourd, donc c'est vachement difficile à manier. Il a deux poignées sur le dessus qui sont en bon état, sont un petit peu décolorées, mais elles tiennent largement. Hein. Je les trimballé avec ces poignées-là, elles tiennent. Ce qui est aussi assez inattendu que des poignées en cuir comme ça ne soient pas complètement parties en poussière. Elles sont tout aussi solides, juste un peu usées. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder maintenant un petit peu l'intérieur. Et alors là, attention les yeux. Donc déjà, hop, ça pèse un âne mort. Hein. Donc on va regarder un peu comme ça. On va essayer de le mettre à peu près. Vu qu'il y a le truc devant, on va essayer de le mettre comme ça. Donc, on va essayer de zoomer un peu là-dedans. Voilà. Alors, je vais aller chercher une loupiote, on va regarder un peu. On va regarder un peu dedans ce qu'il peut y avoir. Voilà. Alors, on reconnaît bien ce modèle particulier, le tout premier, parce que même les capots des transformateurs sont gris. Ils ne sont pas bleus comme les capots des modèles d'après. Tous les Tektronix après ont l'emballage du tube cathodique, les capots des transfos et la garniture extérieure bleu, ce bleu Tektronix qu'on reconnaît depuis longtemps. Ça, comme c'est antérieur à la mise en œuvre de cette couleur-là, ben on a des capots qui sont gris, de la même manière que le couvercle. C'est la même peinture que le couvercle qui est autour. Alors, la première chose qui est vraiment extraordinaire, c'est que les transformateurs, ils sont absolument pas rouillés. Cet appareil n'a pas séjourné dans l'humidité. Il n'y a aucune rouille qui traîne là-dedans. Alors, il y a de la poussière, hein, ça c'est sûr. Il y a de la poussière. Là, on peut le voir que... Hein, il y a beaucoup de poussière, mais c'est une poussière sèche qui n'adhère pas. Et ça, c'est pareil, c'est une grosse chance parce que le problème, c'est que quand ça commence à rouiller et tout, là, la restauration est beaucoup plus difficile. Là, le capot, bien sûr, n'est absolument pas rayé. Il est comme neuf. Tous les tubes sont là, hein, il n'en manque pas. Le ventilateur, alors là, c'est... Là, on est monté sur Silent Block en plus. Hein, il est monté sur amortisseur hein, avec son hélice. Alors, il tourne. Hein, il n'a pas de problème de blocage ou quoi que ce soit. Il faut juste le lubrifier un peu. C'est un joli ventilateur. Il faudra redresser un peu l'hélice. Mais c'est une hélice en aluminium hein, qu'on peut enlever, changer, etc. Donc, bien entendu, câblage en l'air partout. Alors, bien entendu, le grand art de l'époque. Tout ce câblage fait à la main avec tout le système de tissage et des fils mis autour pour faire des taurons comme ça, fait à la main, mais il y en a partout. C'est-à-dire ça, c'est des heures et des heures et des heures de travail. Tous les fils sont repérés par des couleurs. Hein. Alors je ne sais pas si on voit vraiment, mais chaque fil a son code couleur, évidemment. Donc on va peut-être voir un peu mieux comme ça. Voilà. Bon là, il y a la poussière, hein, c'est sûr. Mais tout est fait à la main. Vraiment, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. C'est un travail. Franchement, faut vraiment avoir une pensée pour les gens qui travaillaient là-dedans, qui faisaient ça, mais vraiment dans les règles de l'art. Et après, on s'étonne que ces appareils coûtaient cher. Mais le temps qu'il fallait pour faire ça correctement, hein, fil après fil, et tout est rangé. Là, le petit détail, le fil qui repasse à l'arrière et qui repart derrière et qui sont mis ensemble par le petit fil qui tourne autour. Enfin, avec les petits supports ici ou là, par exemple, le moindre fil, et il pendouille pas. Il est tenu par un petit support et une vis. Hein, bien sûr, une vis avec son insert. Enfin, je veux dire, tout est fait pour être durable, que rien ne bouge, rien ne se désagrège. Vraiment, c'est l'industriel de l'époque. Hein. Donc tous les fils ont leur code couleur, évidemment. Donc, on peut tout retrouver. C'est ça qui est intéressant. Donc là, ben,
en bas, il y a toute la partie puissance, alimentation, génération de toutes les tensions, et voilà, c'est là où il y a les transfos, etc. Donc, on a tous les tubes qui sont liés à ça, et tous les condensateurs qui sont liés aux alimentations. Alors, condensateurs, il y en a des directement en aluminium, et d'autres qui sont isolés. Parce que ces appareils-là contiennent des alimentations flottantes. Donc, ça veut dire qu'ils ne sont pas du tout référencés à la masse, mais qui bougent avec un autre signal. Donc, toutes ces alimentations flottantes, qui peuvent être d'une certaine tension, plusieurs centaines de volts, le redressement, lui, est fait par des condensateurs qui sont isolés du châssis. Donc, il y en a tout un lot. Et les autres, eux, qui sont référencés à la masse, ils sont en aluminium, ils sont vissés directement sur le truc. Donc, il faut bien faire attention, quand on change les condensateurs, qu'il y a des condensateurs qui doivent être isolés du châssis. Alors, il y a tout un lot de tubes, il y en a plein. Alors, c'est que du RCA. Tous les tubes, c'est du RCA. Alors, ça, c'est 2 tubes que j'ai remis pour voir. Parce que, bien sûr, j'ai essayé de trouver un petit peu ce que j'ai en stock. J'ai plein de tubes en stock. Mais j'ai qu'une fraction de ce que j'ai besoin. Il va falloir que j'en trouve d'autres. Mais j'ai déjà un certain nombre de tubes en stock de rechange. Mais c'est pas du tout garanti qu'il faille les changer. Si ça tombe, ils sont parfaitement encore utilisables. Ça va faire partie, évidemment, des choses à faire. Vérifier l'état des tubes avec un lampmètre. Donc ça, c'est la partie alimentation. Et juste derrière, je vais le retourner parce que là, on voit pas, il y a juste le tube cathodique devant. Juste derrière, il y a toute la partie électronique. En fait, il y a 2 zones vraiment farcies d'électronique. Donc je vais le retourner. Ça va être le sport de la journée. Voilà. Alors là, ce qu'on peut admirer, c'est en fait ce que faisait Tektronix à l'époque. C'était le summum du top moumoute de l'époque. Et c'est vraiment que Tektronix qui faisait ça. C'est toute la partie, on va dire, électronique était montée bien sûr en l'air. Il n'y avait pas de circuit imprimé et tout était monté sur ces barres en céramique. Alors il y en a tout un lot. Barres en céramique avec on va dire des encoches qui contiennent en fait une argenture qui servent en fait à placer les composants et à souder. Donc c'est un système comme on utilise, comme on trouve à l'époque avec des plaques de bakélite et puis des picots. Là, ce sont des barres de céramique vissées. Alors elles ne sont pas à plat. C'est vraiment des barres. Pour chaque composant, il y a 2 barres indépendantes. Elles sont vissées en dessous. Donc chacune est vissée. Alors là, il y en a toute une tripotée. Il y en a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Et il y en a encore en dessous. Et ces barres-là, en fait, sont l'une en face de l'autre. Et entre chaque, il y a un composant ou des composants qui sont soudés. En dessous, il y a les tubes. Tous les tubes, là, ici, pour le peu, c'est les tubes de signal. Donc de génération de tension grille, de mesure, d'amplification des plaques du tube cathodique. Et tous les réglages, tous les amplificateurs sont là. Ça, c'est toute la partie signal. On a aussi en dessous tous les composants rattachés à l'alimentation et à la puissance. Donc ici, on se retrouve avec toute la partie électronique qui est faite en l'air. Alors là, pour le peu, c'est extrêmement poussiéreux. Alors, je vais essayer de zoomer un peu dessus pour qu'on voit mieux. Je vais essayer d'avancer un peu ça. Voilà, donc là, on voit à peu près les composants qui passent d'une barre à l'autre, et soudés, et ainsi que des systèmes de strap. En fait, ce sont des pattes de composants qui passent d'une encoche à l'autre. Et en fait, tout le câblage se fait via ce système-là. Alors ça, ici, ce truc blanc, c'est un condensateur qui traîne et dont j'ai enlevé la poussière. Le reste est vraiment plein de poussière. Donc là, la première étape à faire ici, ça va être de nettoyer, évidemment. Donc, ici, on se retrouve au milieu, on a des potentiomètres pour régler. On a, en dessous, des condensateurs chimiques aussi qui sont fixés. Voilà, donc ici, on a vraiment ce que faisait Tektronix à l'époque. C'était vraiment l'électronique du plus haut de gamme qui existait. Et tout était, bien sûr, fait à la main. Alors ici, on a les fils qui vont vers le tube cathodique. Donc ça doit être les parties liées aux amplificateurs horizontaux et verticaux. C'est vraiment par section. Chaque paire de trucs correspond à une section d'électronique. Donc c'est vraiment modulaire pour dépanner tel ou tel élément. On sait que ça se situe dans telle ou telle zone. Tout est repéré sur le châssis
qui le soutient. Donc il y a toute une sérigraphie qui indique le numéro du tube, etc. Il n'y a pas les numéros des composants, mais on les retrouve avec le schéma. Donc on va se retrouver avec plein de composants ici, dont il va falloir vérifier l'état, hein, et surtout un certain nombre qu'il va falloir changer. Alors évidemment, cet appareil est très ancien. Il a probablement été conservé pendant de longues années là où il était. Malheureusement, il est hors de question de le brancher tel quel. On va regarder un petit peu en dessous aussi. En dessous, il y a toute la partie puissance. Voilà, j'avais envoyé une photo de ça sur Twitter. C'est pareil, c'est ici, bon, on se retrouve toujours avec ces réglettes en céramique. Hein. Alors ici, il n'y a aucune poussière. Là, on voit bien comment c'est fait. On voit bien toutes les parties en céramique. Alors, chacune est vraiment faite pour une partie bien distincte. C'est vraiment modulaire. Donc ici, on a tous les transformateurs, hein, tous les éléments de puissance qui sont autour. Donc, des résistances de puissance ici. La haute tension, la partie haute tension qui est isolée dans sa petite chose là. Donc ici, là on voit ce que ça donne quand c'est pas poussiéreux. Donc ça au moins, il n'y a pas un pet de poussière là-dedans. C'est comme neuf. C'est absolument comme neuf. Il y a juste un peu les passe-cloisons ici qui sont en caoutchouc, qui ont un peu d'étain. Mais ils sont pas durs. Étonnamment, ils sont pas durs. Je pense qu'on doit pouvoir nettoyer. Il y a juste l'encre qu'il y a dedans qui a un petit peu bavé sur le châssis. Mais ils sont encore mous. Donc ils tombent pas en poussière. Et voilà, donc ça c'est vraiment tel qu'il l'était quand ils l'ont acheté. Hein. C'est comme neuf. Donc le but c'est de nettoyer le reste pour que ce soit comme ça. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire avant de pouvoir le brancher? En fait, c'est pas très compliqué. Il y a juste deux choses à faire pour éviter les ennuis. C'est changer les condensateurs chimiques, parce que là ils ont 60 ans et passé. Ça ne veut pas dire que les condensateurs chimiques soient mauvais. Ils peuvent encore fonctionner. Mais le problème, c'est qu'avec le temps, ils commencent à avoir des fuites. Hein, des fuites de courant en fonctionnement. Il faut bien voir que la technologie des condensateurs de l'époque n'était pas aussi aboutie que celle de maintenant. Néanmoins, le problème, c'est que les chimiques, alors on en voit ici, hein, ça, ces trucs-là, ce sont les condensateurs chimiques qui sont fixés au châssis. Ils sont souvent doubles, soit mis en parallèle, soit utilisés avec des sections différentes. Hein. Il y en a qui sont isolés, d'autres pas. Donc, ce sont les condensateurs chimiques qui ont un facteur de forme particulier. Donc, soit on les enlève et puis on met des chimiques en l'air, des trucs axiaux, radio standards. Mais moi, je pense, ce que je vais faire là-dedans, c'est que je vais récupérer les boîtiers de ces choses-là et je vais remplacer le condensateur qui est à l'intérieur par leur équivalent moderne et garder ce facteur de forme et garder l'esthétique de l'appareil en lui-même. Donc ça te réclamera un petit peu de travail, mais je pense que esthétiquement parlant, il restera tel qu'il a toujours été. Donc en fait, récupérer ces boîtes ici, les vider et mettre dedans des condensateurs. Alors ce sont des condensateurs d'assez faible valeur. Hein, les plus gros font 2 fois 40 microfarads 500 volts. Hein. Sont énormes par rapport à leur valeur. Donc en les remplaçant par des condensateurs actuels, évidemment, il y aura beaucoup de vide dedans. Donc, mais au moins, je vais garder les emballages, les fixations et l'isolation que ces emballages fournissent. Donc ça me permet, moi, de garder exactement la même esthétique. Donc ça, faut tous les changer. Il n'y en a pas tant que ça, il y en a 9 au total. Bon, ce sont des valeurs un peu bizarres, 40 micros, mais une chose qu'il faut faire attention quand on utilise des trucs à tube comme ça, c'est qu'il ne faut pas être tenté de mettre plus que nécessaire. Les redresseurs sont des valves à vide et souvent ils sont limités en capacité qu'elles peuvent supporter lorsqu'il y a une capacité directement attachée à elles. Donc il ne faut pas mettre trop parce qu'on risque d'avoir des arcs qui peuvent se créer parce qu'à l'allumage, le condensateur se comporte comme un court-circuit et surcharge temporairement la diode. Et on peut avoir des arcs et des problèmes de cathode qui s'affaiblissent très vite, etc. Donc il ne faut pas mettre plus que nécessaire. Il faut mettre à peu près les valeurs qu'il préconise. La deuxième chose qu'il faut changer, alors ça, je vais le montrer, c'est moins connu, entre guillemets,
c'est qu'il faut absolument virer et changer. Alors je vais les montrer ici. On en voit ici. Je vais montrer ça, on devrait pouvoir les voir. Là, j'ai monté un peu ça. On va pouvoir les voir. Zoomer un peu. On va les voir ici. Il y en a beaucoup, il y en a pas mal et ça, il va falloir les changer. Ce sont ces composants-là. J'enlève un peu la poussière dessus. Alors, ce sont des composants qui ressemblent à des grosses résistances ici. Et ici, on a les mêmes là. En fait, ce ne sont pas des résistances, ça. Ce sont des condensateurs. Ce qu'on appelle les condensateurs Bumblebee, au bourdon. En fait, ils font penser à des gros bourdons. Ce sont les condensateurs au papier. Et le problème, c'est qu'avec le temps, ces condensateurs se mettent à fuir. En termes de courant. Pas de fuite de liquide ou quoi que ce soit. Il n'y en a pas, ils sont secs. Mais le diélectrique se met à avoir des fuites de courant. Et c'est extrêmement dangereux pour les trucs à tubes. Souvent, ces condensateurs-là servent de découplage ou de liaison. Et en liaison, en fait, il va attaquer la grille du tube d'après. Et s'il y a la moindre résistance, on va dire équivalente due à un courant de fuite, en fait, on va se retrouver avec la grille qui est polarisée avec la tension précédente. Et ça, alors là, c'est c'est vraiment le chemin vers le désastre annoncé. Donc, il faut absolument changer ces condensateurs-là. Le problème du diélectrique de papier, c'est qu'avec le temps, il s'acidifie et change de propriété et devient légèrement conducteur. C'est ça le problème. Donc, il y en a quand même un certain nombre. Il y en a... Ici, j'en ai quelques-uns. J'en ai ici, là, quelques-uns. Il n'y a pas beaucoup de valeurs. Il doit y avoir 4 ou 5 valeurs au total, mais il y en a quand même un certain nombre. Donc, tous ces condensateurs-là, ils sautent. Il faut les enlever. C'est même pire que les chimiques, en fait. C'est plus critique que de changer les chimiques. Donc, ça, il faut les changer. Il y en a de l'autre côté. Les résistances, c'est que de la résistance carbone à la Allen Bradley de l'époque. Probablement qu'elles n'ont pas trop bougé. Alors, on pourra vérifier. L'avantage des trucs à tubes, c'est qu'en enlevant les tubes, en fait, quand on regarde le schéma, quasiment tous ces composants se retrouvent au moins une patte dans le vide. Donc on peut, avec un ohmmètre, les mesurer en circuit sans être embêté par le fait qu'ils soient entourés d'autres choses. L'essentiel des composants peut être mesuré sans être démonté. Après, si vraiment on se retrouve dans une configuration bizarre, bon, il faut en dessouder une patte et puis essayer. Alors, ces règles en céramique qui utilisent donc des encoches plaquées argent sont très délicates et ne doivent surtout pas être soudées avec de la soudure traditionnelle. Ça, c'est mon Tektronix qui a tout un lot d'informations, même des vidéos qui montrent comment on travaille avec ces supports en céramique. En fait, le problème des soudures habituelles en plomb éteint, c'est que l'argent qui est déposé sur la céramique va migrer dans la soudure. Et en fait, va sortir et va se décoller de ça parce qu'il va être dissous par la soudure. Et donc, pour éviter ça, il faut que la soudure ait déjà été saturée en argent. Pour éviter qu'elle aille pomper l'argent qu'il y a là. C'est pour ça qu'il faut une soudure, plomb éteint, ou tout ce qu'on veut, mais qui contienne de l'argent. Hein. Alors, ça, dans le genre détail qui fait la différence, Tektronix fournit un petit rouleau de soudure ici. Il n'a jamais été utilisé et il est fourni dans les appareils en cas de service de maintenance et si on veut faire des réparations, des choses comme ça. Alors, on peut trouver des soudures qui conviendraient. Alors, j'en ai trouvé dans le monde audiophile. Alors, évidemment, c'est pas le débat du son des soudures, etc. Hein, ça, c'est hors sujet, mais dans le monde audiophile, on trouve facilement de la soudure à l'argent, mais qui contiennent suffisamment d'argent. Parce que on trouve des soudures à l'argent de toutes sortes, hein, mais ce qui compte, c'est qu'il y en ait suffisamment. On trouve souvent de la soudure à l'argent à 2%, ou moins. Tektronix préconise 3%. Et on en trouve dans le monde audiophile, chez WBT par exemple, la soudure à 3 ou 4%, donc qui conviendra parfaitement. Vaut mieux utiliser du plomb parce que le point de fusion est plus bas. Et une fois qu'on a la soudure, alors là, après, pour souder ça, il n'y a aucun problème, ça tient parfaitement, c'est robuste et tout. Ce qui est important, c'est qu'il y ait déjà de l'argent dans la soudure. Alors, sinon, le reste,
Le tube cathodique, lui, bah, il fait toute la longueur de l'appareil, hein, il fait c'est tout le gros tube là. Bon, il est complètement blindé. Il a ses électrodes de pilotage ici qui sont sur le côté du tube. Ici, filament et tension d'accélération, etc. Ici, derrière, on a le fil de la haute tension, je crois qu'elle est de l'ordre de 3 kV. Voilà, donc ça, bon, c'est classique. On ne connaît pas l'état. Alors, à démonter, il est vraiment délicat. Alors, je ne le démonterai pas, je nettoierai autour. Il devrait être en fait impeccable, je pense. Après, est-ce qu'il est usé ou pas? Ça, c'est la question. Donc voilà, donc l'étape suivante, ça va être d'abord de le nettoyer, d'enlever les tubes, tester les tubes, ensuite faire la liste des condensateurs chimiques à changer, faire les condensateurs chimiques dans leur boîte d'origine et enlever ces condensateurs papier un peu partout, les remplacer par les polypropylènes, haute tension. Attention, il y en a qui sont avec des valeurs tordues. Surtout en tension, il y en a qui font 3 kV, je ne sais plus où. Donc, il faut faire attention. Alors, le truc blanc là, qui est un condensateur, il est marqué dans la nomenclature comme étant spécial. Alors, celui-là, je pense qu'on ne va pas le changer. Je pense que c'est un condensateur spécial. Je ne sais pas, je ne connais pas la valeur. Il y a quelques composants comme ça qui ont été sélectionnés à la main, probablement pour aller avec le tube, avec tout ça. Donc, ce sont des composants qu'on ne peut pas changer comme ça. Il faudra les mesurer et trouver. Les résistances, on vérifiera si elles ont bougé dans le temps. Normalement, elle ne devrait pas. Alors, il y a beaucoup de petits éclateurs. Ici, c'est des petites lampes néons qui servent de super zener, on va dire, ou de protection pour décharger les circuits quand ils s'éteignent. Alors, ici, on a des potentiomètres de réglage de convergence, etc. Il y a 3 fusibles. Il y en a un principal et 2 autres fusibles ici. Ils sont tous bons. Hein. Alors, ça, c'est la version 234 volts. Vraiment spécial, donc il y a un câblage particulier pour le marché européen et c'est écrit derrière. On peut le changer moyennant un recablage, on peut le changer en 110 volts ou réciproquement. Si on en trouve un des États-Unis, il faut bien faire attention de passer aux bonnes tensions. Mais il n'y a qu'une combinaison possible, c'est 117 ou 234. Hein. Donc ça, c'est écrit sur le derrière. Il faut bien faire attention. Même les fusibles sont vraiment avec leur petite étiquette et tout. C'est des grands fusibles. C'est vraiment rigolo. Il y en a un, c'est vraiment un fusible. On se demande vraiment d'où ça sort. C'est avec une magnifique étiquette. C'est pas du fusible, ça, hein? Alors, ce qui est écrit dessus, c'est standard 100 mA precision fuse. Alors ça, c'est pas un fusible de jeune jouvencelle, hein. C'est un fusible de précision. Enfin, je sais pas exactement, mais disons que ce qui est marrant, c'est de voir même le moindre fusible, il a sa petite étiquette et tout, c'est super joli. C'est surtout plein de poussière, quoi. Donc là, il y a quand même un sacré boulot, ne serait-ce que de nettoyage, vérification des tubes, des condensateurs. Et une fois que tout ça sera fait, on pourra le brancher et voir un peu ce qu'il donne. Parce que quand même, la pièce critique, tout peut être changé là-dedans, il n'y a que le tube qui pose vraiment un problème. On peut trouver un équivalent d'un autre modèle d'oscilloscope, moyennant quelques petites modifications du schéma. Mais je préférerais que ce soit le même. Et en plus, s'il est bleu, si c'est la version bleue P11, alors là, ça serait vraiment le truc assez extraordinaire. Donc tout ça se présente extrêmement bien. L'état est vraiment nickel, hein, surtout pour un appareil de ce genre. Donc c'est pour ça, ça va falloir le coup de faire une restauration complète. Et donc, prochain épisode, nettoyage et test de tube, etc. On va passer à simplement le remplacement de tous les composants. Ce qui va me prendre un certain temps, donc je ne vais pas probablement poster la vidéo tout de suite, hein, j'ai quand même du travail dessus. Donc entre-temps, je pense que je ferai d'autres vidéos, ce sera plus rattaché au monde des accélérateurs de particules et de ce que ça engendre. Et aussi une dernière vidéo sur le DAC qui était en cours. DAC qui pour moi est à peu près fini, j'ai juste à faire un petit réglage du niveau des 2 canaux, le refermer puis le renvoyer à son propriétaire, comme ça clora cette série là. Néanmoins ça va faire un peu de contenu pour la prochaine fois. Voilà, donc c'est parti, on va continuer à travailler sur ce machin.